Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Donc, dans ce chapitre 4 consacré à la rupture par fatigue, on va voir comment les structures mécaniques deviennent défaillantes ou bien se rompent, cassent par fatigue. Alors, il faut savoir que dans la réalité, la plupart des structures mécaniques, voire plus de 90% des cas de rupture, se produisent par fatigue. Parce que la fatigue est un phénomène dangereux parce qu'il se produit à des charges qui sont bien inférieures à la limite élastique du matériau. Alors, la rupture par fatigue concerne les sollicitations mécaniques de type répétitif. On parle de fatigue quand le chargement se répète. Ça veut dire que le chargement est un cycle, donc il est cyclique, il se répète dans le temps. Il n'est pas uniforme et se produit si la contrainte globale est au-dessus d'un seuil. Bien sûr, la rupture par fatigue se produit lorsque la contrainte globale, la contrainte appliquée à la structure, doit être supérieure à un certain seuil, un certain niveau. Ce seuil est situé dans le domaine élastique du comportement mécanique du matériau. Donc, c'est ça qui rend la fatigue dangereuse parce qu'on est dans des intervalles de contraintes qui sont bien dans le domaine élastique alors que la rupture se produit. Alors, à titre d'exemple, si je vous donne un câble de cuivre, silk tanahas, donc si je le prends entre mes mains et je le fais et je lui donne des flexions, ça veut dire je le tords entre mes mains, donc j'arrive à le rompre, à le casser après un certain nombre de flexions. On va dire qu'après quelques secondes ou voire une minute, j'arrive à couper le fil en deux. Par contre, si j'exerce une traction sur le fil, si j'essaie de le rompre par traction, je n'arriverai pas. Ça veut dire que je finirai par endommager mes mains, mais je n'arriverai pas à couper le fil. Donc ça, c'est l'effet du type répétitif. Si vous prenez un câble, vous lui faites subir des flexions répétées. Donc après un certain moment, il se rompt ou bien il casse en deux. Alors, quand on parle du seuil, donc l'effort appliqué par mes mains n'est pas le même effort appliqué par les mains d'un petit enfant, un garçon. Donc l'effort est faible. Donc si moi j'arrive à rompre le câble en une centaine de mouvements, de cycles, donc il faudrait bien plus pour l'enfant pour rompre le câble. Et il pourrait même ne pas le rompre parce que son effort est très faible. Donc, d'où l'effet du seuil. Donc, on va parler de fatigue quand la contrainte est dans le domaine élastique, le chargement est répétitif, et la contrainte globale, elle est au-dessus d'un certain seuil qu'on appellera plus tard le seuil de fatigue. Alors, la rupture par fatigue se déroule en 3 phases successives. Nous avons l'amorçage et micropropagation, le stade 1. Donc, l'amorçage de la fissure, c'est la création de la fissure. Donc, ici, nous avons quelques fissures microscopiques puisqu'on est à la taille du grain. Donc, les fissures microscopiques s'amorcent, donc elles se créent à partir de défauts de surface et elles commencent à se propager dans les grains. Donc, ça, c'est l'amorçage et la micropropagation, le stade 1. La propagation stable, ou bien le stade 2, où la fissure évolue avec une certaine vitesse dans le temps. Donc ça, on appelle ça la propagation stable. Et après que la fissure ait atteint une certaine longueur, elle va atteindre sa taille critique et nous avons juste après la rupture brutale. Donc la rupture brutale, dans le tout dernier cycle du stade 3, donc la rupture brutale se produit après que la fissure ait atteint une certaine longueur. Donc, les 3 stades de rupture par fatigue, c'est l'amorçage. La fissure s'amorce, se crée. Elle se propage au niveau du grain. Ensuite, la taille de la fissure devient supérieure à celle de quelques grains. Donc, on va dire que c'est une fissure macroscopique. Elle va se propager. Donc, on va appeler ça la propagation stable. Et après, nous avons une rupture brutale. Donc ici, c'est un schéma représentant les 2 stades, le stade 1 et le stade 2. Et ici, c'est des images au microscope électronique qui représentent donc ici l'amorçage de la fissure
vous pouvez voir que les fissures se produisent selon des plans de glissement à 45 degrés qui sont produits par la plasticité locale du matériau. Et dans cette figure-là, vous avez un faciès, une surface de rupture. Donc, après rupture du matériau, on observe la face ou bien le faciès de rupture au microscope électronique. Et nous avons des stries ici. Donc, la présence de stries est caractéristique d'une propagation de fissure par fatigue. Donc, nous avons déjà vu que dans une rupture fragile, la surface est quasiment lisse, plate. Elle est perpendiculaire au chargement. Et dans une rupture ductile, nous avons la présence de cupules. Donc, nous avons la présence de trous sphériques ou hémisphériques. Et dans ce troisième type de rupture par fatigue, donc l'état de surface vu au microscope électronique donc, présente des stries. Et on va voir après que la largeur des stries dépend du niveau de chargement. Alors, donc je reviens donc dans les chapitres précédents, on a vu la rupture fragile ou bien la rupture ductile. Donc la rupture fragile par décohésion qui est la rupture intergranulaire ou bien la rupture fragile par clivage transgranulaire. Donc on a vu que dans la rupture fragile, il y avait deux modes où la fissure se propage entre les grains, l'intergranulaire, ou bien elle se propage dans le grain transgranulaire. Et on a vu le mode de rupture ductile. Donc ces deux modes-là, ou bien ces trois modes-là de rupture statique se produisent à des chargements généralement élevés et des chargements statiques ou bien monotones. Donc, on charge la structure, donc sigma augmente. Lorsque sigma devient supérieur à la limite d'élasticité du matériau, là, il y a une présence de plasticité selon que le matériau est ductile ou bien fragile. Et après ça, nous avons la rupture de la structure. Donc, dans ces modes de rupture fragile ductile, la rupture se produit pour des contraintes qui sont supérieures à la limite élastique du matériau. Contrairement, dans une rupture par fatigue, la contrainte elle est comprise entre le seuil de fatigue et la limite d'élasticité. Et le chargement est cyclique. Donc, la rupture se produit sous un chargement élastique et sous sollicitation cyclique. Donc, pour qu'il y ait fatigue, il faut qu'il y ait deux conditions. Une contrainte qui est comprise entre le seuil de fatigue et la limite d'élasticité du matériau et un chargement cyclique. Alors, nous allons commencer par le stade 1 qui est l'amorçage et micropropagation de la fissure. L'amorçage est dû principalement au développement de bandes persistantes de glissement. Donc, les bandes persistantes de glissement se produisent à 45 degrés. C'est la direction du cisaillement maximal, sous l'action cyclique des efforts, produisant des intrusions et des extrusions. Donc, les bandes persistantes de glissement. Donc, comme le chargement il est répété, ici c'est une traction et ici c'est une compression. Donc, ce changement de charge ou bien ce chargement cyclique produit ce qu'on appelle des extrusions et des inclusions. Donc, ces extrusions et inclusions sont le site de concentration de contrainte qui produit à son tour une plasticité et la plasticité produit des fissures. Donc, nous avons ici une extrusion et ici une intrusion. Donc, ces intrusions-là peuvent être considérées comme des micro-fissures qui vont s'amorcer et se propager dans le matériau. Alors, si la microstructure de l'alliage contient des particules inclusion composés intermétalliques, ces dernières seront des sites privilégiés. Bien sûr, si la microstructure de notre matériau, elle contient des défauts du type inclusion ou bien des composés intermétalliques, donc ces sites-là seront des sites préférentiels, pour la propagation ou bien pour l'émergence de fissures. La propagation des microfissures est cristallographique, donc elle se fait au niveau du grain, le long des plans de glissement activés. Donc nous avons les plans de glissement activés et la propagation des microfissures s'effectue le long de ces plans de glissement. Elle change de direction à la rencontre des grains. Donc quand elle rencontre un joint de grains, elle peut changer de direction.
Cette phase de micropropagation est sensible, elle est sensible à la microstructure, donc suivant la taille du grain. Si nous avons une taille du grain, une taille fine, un grain fin ou bien un gros grain, donc, et au rapport R du chargement. Donc on va voir que comme le chargement est cyclique, donc il y a une charge maximale et une charge minimale. Donc le rapport charge minimale sur charge maximale s'appelle le rapport du chargement. Alors, la propagation stable, c'est le stade 2. Donc c'est le stade qui va nous intéresser dans ce cours. C'est là où la fissure se propage de façon stable. Ça veut dire qu'elle se propage dans le temps d'un pas delta A. Donc la taille de la fissure c'est A. Elle se propage d'un pas delta A cycliquement. Ça veut dire après chaque cycle du chargement. La propagation occupe la majeure partie de la plage de rupture et elle est transgranulaire. Donc dans ce stade-là, la propagation elle est transgranulaire à l'opposé du stade 1 où la propagation était, et quand elle rencontre un joint de grain, elle change de direction. Donc dans ce stade-là, la fissure, elle est transgranulaire, elle traverse le grain. Elle est caractérisée par la présence de marques qui représentent les successives positions du front de fissure. Donc le front de la fissure, quand il avance, donc il laisse des stries. Donc ces marques-là sont caractéristiques d'une rupture par fatigue. À chaque cycle de fatigue, ce qu'on appelle des stries de fatigue. On n'observe pas de stries dans le stade 1. Donc dans le stade 1 ou dans le stade de l'amorçage et de la micropropagation, il n'y a pas de stries. Donc les stries apparaissent dans le stade 2. Donc la formation des stries. La formation des stries est basée sur le cisaillement alterné en pointe de fissure sur deux plans de glissement à 45 degrés qui sont les directions du cisaillement maximal. Donc dans le cas d'un chargement qui s'opère alternativement traction-compression. Donc, quand on a une traction uniaxiale qui se transforme ensuite en compression uniaxiale, donc si le chargement il est vertical, donc nous avons à 45 degrés du chargement le développement de contrainte de cisaillement qui est le cisaillement maximal. Donc, lors de la montée du chargement, le glissement s'opère alternativement selon deux directions. Donc ici, le chargement est en montée. Donc le glissement, nous avons l'orientation active des plans de glissement. Donc nous avons le glissement qui s'opère alternativement selon deux directions et la pointe de la fissure s'émousse. Donc elle s'émousse, elle devient tendre tout en progressant d'une distance delta 1. Lorsque le chargement s'inverse, la pointe de la fissure va se trouver en compression plastique, ce qui va déclencher du glissement en sens inverse. Donc ici, si on est en traction, donc la fissure s'ouvre. Et là, après que la pointe de la fissure était ouverte, donc maintenant en compression, qu'est-ce qui se passe? Donc les lèvres de la fissure se rapprochent et ça va créer ici un plan de glissement à la pointe de la fissure qui va créer les stries. Donc ce qui va déclencher du glissement en sens inverse est alterné. La pointe de la fissure prend une forme plus pointue. Et la répétition du mouvement nous donne ce qu'on appelle les stries. Au final, cela laissera une ride sur la surface de rupture ou une strie de largeur delta. Alors, le phénomène de croissance d'une fissure de fatigue a été observé au microscope électronique à balayage. Donc la direction de propagation de la fissure est du haut vers le bas. Donc ici, nous avons la correspondance entre les différentes images. Donc nous avons 8 images et le cycle du chargement sur la figure à droite. Donc ici, nous avons dans la figure, donc sur l'image 1, nous avons la traction, une traction jusqu'en 1, donc jusqu'au point 1. Donc ici, nous avons une traction et nous avons avec le dépassement de la limite élastique. Donc la fissure est en ouverture. Ensuite, on augmente encore le chargement dans la zone plastique jusqu'en 2. Donc la fissure s'ouvre de plus en plus. Ok, donc vous avez ici la fissure qui s'est ouverte et elle a avancé. Donc quand on passe en mode inverse, on inverse le chargement. Donc on passe en compression en 3. Donc la pointe de la fissure se ferme. Et en 4,
elle se ferme entièrement. Donc la fissure s'est fermée entièrement, mais sa longueur a augmenté. Donc ici, sa longueur, la pointe de la fissure, la pointe de la fissure, elle était là, et ici, elle est là. Donc il y a eu une augmentation. Maintenant, on va refaire le cycle. À partir du 4, on est en compression, on va passer en traction en 5. Donc quand on passe en 5, la fissure s'ouvre à nouveau. Et regardez ici les plans de glissement, donc la plasticité. Et en 6, nous avons encore une ouverture de plus en plus importante. Donc ici, la pointe de la fissure, l'extrémité de la fissure a avancé. Quand on passe en compression en 7, la fissure se ferme. Et en 8, elle se ferme entièrement. Mais elle se ferme, mais sa longueur a augmenté puisque nous avons eu une avancée importante de la pointe de la fissure. Donc, ce qui se passe donc, dans un chargement, ces figures-là illustrent de façon réelle l'avancée de la pointe de la fissure pour un chargement cyclique en traction-compression. Alors, maintenant l'influence du chargement sur la distance entre les stries. Sur cette image-là, on peut distinguer une strie large, donc suivie de 3 stries fines et de 20 stries rapprochées. Donc ça nous donne une idée sur le chargement. Donc plus la largeur de la strie est large, plus le chargement est élevé. Ça veut dire que là, pour la strie large, le chargement a été élevé. Donc pour les 3 stries fines, donc le chargement est moyen. Et pour les stries faibles, le chargement est faible. Donc on peut dire qu'ici, on a un chargement élevé suivi de 3 chargements moyens, ensuite 20 chargements faibles. Donc en observant la taille de la strie, on a une idée sur le chargement qu'a subi la structure. Alors la rupture brutale ou bien le stade 3. Le stade 3 est la phase finale du processus de rupture par fatigue durant laquelle les modes de rupture statique, cupule, clivage prennent le pas et deviennent prépondérants par rapport aux stries. Donc, après que la fissure ait atteint une certaine taille, donc nous avons la rupture brutale. Et dans le phénomène de rupture brutale, donc nous avons soit une rupture ductile, soit une rupture fragile. La vitesse de propagation accélère et le métal finit par rompre de manière brutale. Bien sûr, la vitesse de propagation, elle est très élevée en fin de vie, juste avant la rupture brutale. Cette phase est sensible à la microstructure du matériau et à la contrainte moyenne. Donc la contrainte moyenne, c'est sigma max plus sigma min sur 2. Donc ici, nous avons sur un faciès de rupture par fatigue, nous avons ici l'amorçage. Donc dans les 2 points ici, nous avons l'amorçage, la fissure initiale, la propagation stable des stries, ensuite la rupture finale. Donc il y a entre la propagation stable et la rupture finale, il y a une zone de transition. Donc il y a une zone de glissement ou ce qu'on appelle une zone de transition. Donc ici, la rupture s'est terminée par une rupture ductile, puisqu'on a des cupules. Donc rupture par cupule, donc c'est une rupture ductile. Nous avons une zone de transition, une zone de glissement, et ici, nous avons la fin de la fatigue. Donc fin de la fatigue, la zone de transition et la rupture finale.